Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin. En dépit des appels de pied et des actions entreprises par le Bénin, les autorités du Niger gardent toujours fermées les frontières entre Malanville et Gaïa, un peu comme s'il y avait quelque part une décision irréversible qui avait été prise au sujet des relations entre les deux pays frères et amis. Mais Cotonou ne désespère toujours pas. Il y a quelques jours, son ambassadeur à Niamey s'est proposé de demander pardon au nom du peuple béninois à son frère nigérien. Quel intérêt et quelle chance pour faire changer les choses. Est-on encore sur le terrain de la diplomatie? Nous allons faire le débat tout à l'heure. Et puisque je vous parle de diplomatie, ailleurs, cela se fait sans ménagement, surtout au plan économique. Donald Trump et son style de gouvernement ont déjà créé une tension dans les relations entre les États-Unis et les grands du monde, dont la Chine, au plan économique. Quels seront les impacts sur l'équilibre économique du monde? Nous allons recevoir Jacques Degbé puisque nous sommes mercredi et en parler sur la rubrique économie de ce matin. Merci d'être là. Et nous voici donc pour la une des journaux ce matin. Fraternité comme d'habitude pour commencer, qui donne la parole à l'opposition du Bénin. Interdiction de rassemblement dans les lieux politiques, les démocrates en difficulté. C'est une obligation légale pour le député de rendre compte au mandant, a dit l'honorable Djima Kolawole dans les colonnes de Fraternité ce matin. Discipline et valeurs sociétales, Noël Kokou Dassou plaide pour le retour du service militaire. Après la confiscation de son téléphone portable, une adolescente se jette dans un puits à Boumé-Kalari. La Nouvelle Tribune, élection présidentielle de 2026, enfin l'éclaircie, c'est demandé. Le quotidien, question du troisième mandat du Bénin, question du troisième mandat au Bénin, la Cour constitutionnelle submergée de recours. Libération et indemnisation liées aux différents projets du PAG, le gouvernement donne une nouvelle chance aux concernés. Quotidien Nord-Sud, quotidien Cour suprême, Ibrahim Salami entame sa troisième vie. Et puis le potentiel affaire judiciaire à la brigade économique et financière, un notaire gardé à vue pour un délit. Et puis matin libre, audit du fichier électoral, Talon dit oui, la mouvance dit non, le comité de pilotage tourne en rond. Découvrez les détails dans les colonnes du quotidien. Les démocrates au sujet des meetings empêchés, des interdictions illégales et abusives. Le chef de l'État a invité à mettre fin aux violations des libertés au Bénin. Le quotidien La Boussole, médias illégaux au Bénin, la HAC met fin à la pagaille. Le quotidien d'Abarou, assainissement du secteur de la presse au Bénin, la HAC ordonne la suspension des médias non autorisés. Police républicaine, Le Soleil Bénin Info vous fait découvrir le plan Marshall de Brice Alowanou, c'est le directeur général, le tout nouveau en tout cas, de la police républicaine. L'informateur, suite aux déclarations insinuante de maître Adrien Ongbedi, les réactions qui n'en finissent pas dans les colonnes donc du quotidien L'Informateur. Nous sommes avec Le Progrès à présent, actualité politique nationale. Janvier Yaouétéou défend la gouvernance de Patrice Talon. Régulation, les médias sans existence légale, mise en demeure par la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Fraternité pour la deuxième lecture, interdiction de rassemblement dans les lieux publics, les démocrates en difficulté. C'est une obligation légale pour le député de rendre compte au mandant, a dit l'honorable Ogbon Kolaole dans les colonnes du quotidien qui paraît à menotté un quartier de Cotonou. Discipline et valeurs sociétales, Noël Kokou Dassoum plaide pour le retour du service militaire. Et puis, dernier titre, après confiscation de son téléphone portable, il n'y a qu'une adolescente s'est jetée dans un puits. Cela s'est passé à Boumé. Elle avait acheté le journal et découvert les circonstances dans lesquelles cela est intervenu. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Voici l'acte 2 de votre matinale ce mercredi matin. Ce sera le bulletin d'information avec la présentation.
Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Lancement officiel de la campagne d'Orami édition 2025. Elle est initiée en vue de sensibiliser la population sur l'avortement sécurisé au Bénin. Le top des activités a été donné hier à travers une conférence de presse. Vous aurez quelques détails à ce propos. Nous ferons également un tour à Kpakpa. C'est dans le 3e arrondissement de la ville économique de Cotonou pour constater comment les sinistrés se remettent un mois après l'explosion de l'entrepôt de produits chimiques survenus avec quelques personnes décédées à l'occasion, notamment une dizaine. On vous fera un peu le point. Voici le bulletin. Elle s'appelle Dorami. C'est une campagne, en tout cas engagée auprès des populations pour les sensibiliser, Florence, sur l'avortement sécurisé. Oui, Tanguy prévu pour durer jusqu'au mois de juin. Cette campagne dont l'objectif est d'informer et de sensibiliser sur l'avortement sécurisé va couvrir toute l'étendue du territoire national. Pour donner le top aux activités, le comité d'organisation a échangé avec les professionnels des médias dans la matinée de ce mardi. C'était à travers une conférence de presse animée par des experts en santé sexuelle et reproductive. Suivez un extrait. Cette campagne plutôt va nous permettre quand même de sensibiliser d'abord dans un premier temps la communauté, de faire comprendre aux filles et aux femmes leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive et maintenant de permettre aux agents de santé de savoir que non, le fait d'offrir ce service à ces femmes, ce n'est pas une faveur, mais c'est plutôt leur droit et pouvoir les former, leur parler, les sensibiliser sur la loi. Son contenu, c'est la bonne communication autour des droits à la santé sexuelle et reproductive. Ça, c'est fondamental. La bonne information. Voilà, vu le contexte béninois qui s'est amélioré, il faudrait que la bonne information puisse parvenir, comme je le disais tout à l'heure, aux communautés ayant droit à ces informations jusqu'au dernier kilomètre de notre pays. Et par rapport à ça, nous avons utilisé les documents d'évaluation du secteur santé qui existent et nous avons mis un focus sur les zones où les besoins se font beaucoup plus sentir. Une chose est sûre, c'est dans les 12 départements, mais avec un focus sur des zones de prédilection où l'information n'est pas aussi accessible comme les zones urbaines ou périurbaines. Et cette information va toucher les adolescents, les jeunes, les enfants et toute femme en âge de procréer, comme aussi va toucher les personnels des médias. Aller même, si possible, avec des protocoles d'accord ou des contrats avec certains médias, radios communautaires, pour voir comment appuyer à élaborer des spots radiodiffusés ou des petits sketchs ou des temps d'antenne qui ont des émissions santé, comment accepter aussi les personnels de santé ou les membres du consortium que nous constituons sur vos plateaux ou sur vos chaînes pour pouvoir animer ces espaces et donner la bonne information aux gens. Elle va s'adresser aussi au personnel, aux prestataires de soins que nous sommes pour leur donner la bonne information par rapport au dispositif légal actuellement en vigueur dans notre pays autour de la santé sexuelle et reproductive. On peut célébrer l'amour sans cadeau. Les Cotonois rencontrés dans les rues de Cotonou s'accordent sur le principe. Un présent à son amoureux à la Saint-Valentin relève donc de l'agréable. Au-delà, ce geste peut bien être utile aussi pour la consolidation de la relation. Reportage. Sur le marché de la Saint-Valentin, des nounous, des sacs à main, des parfums, des casquettes, des coffrets de diverses valeurs et surtout des vêtements aux couleurs de l'amour. Bref, divers articles qui peuvent être utilisés pour constituer des cadeaux à offrir à son conjoint ou à sa conjointe à l'occasion de cette fête qui célèbre l'amour chaque 14 février. Si la fête de la Saint-Valentin est perçue aujourd'hui comme une occasion idéale pour toute personne d'offrir nécessairement des présents à son ou à sa partenaire pour lui témoigner son amour, il y en a qui pensent bien que cela ne devrait pas être une contrainte.
ce n'est pas une obligation, mais si on a la possibilité, on peut le faire. Ben, franchement, ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas se torturer, se stresser pour ça. Tant qu'il y a déjà l'amour, bon, le reste viendra. Personnellement, je ne pense pas que cela soit une obligation d'offrir. Il ne faut pas se stresser. Parce qu'il n'est écrit nulle part qu'il est obligatoire de donner un cadeau. On peut l'offrir, mais c'est facultatif. On ne doit pas se stresser pour ça parce que on a tous les jours pour montrer à son conjoint qu'on l'aime, qu'on le porte dans son cœur. Mais je trouve quand même que c'est un signe d'amour, c'est un acte d'amour qu'on pose envers son entourage, une personne qu'on porte dans son cœur. Possibilité d'offrir de cadeaux à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, mais pas une obligation ou un devoir. Témoigner son amour à son conjoint ou à sa conjointe n'est pas réduit qu'au présent. D'autres astuces peuvent bien faire l'affaire. C'est les moments qu'on passe avec le partenaire qui comptent, quoi. Donc, pas forcément besoin de cadeaux. Je pense qu'il faut bien réfléchir et grandir. Parce que moi, je vois un peu si quelqu'un s'acharne, se torture pour trouver, bon, peut-être même aller quémander ou aller prêter de l'argent pour... Ça ne sert à rien au fait, ça ne sert à rien. Passe juste du temps avec ta conjointe ou ton conjoint et puis dites-vous des belles choses, déclarez-vous l'amour que vous avez l'un pour l'autre et je pense que ça va. Offrir un cadeau à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin n'est donc pas une obligation pour bon nombre de personnes. Et pour un 14 février, sous de bons auspices, il serait judicieux pour chacun de tenir compte de ses moyens pour ne pas en arriver à se mettre une pression inutile. Tanguy vous l'annonçait à l'entame de cette session d'information, un jour pour jour, un mois jour pour jour pour ce mardi 11 février, qu'un entrepôt de produits chimiques explosait au quartier à Ilawadje à Akpakpa. Ce drame a fait bon nombre de sinistrés qui jusqu'à ce jour suivent. Une équipe de la rédaction est allée à leur rencontre. Voici le constat fait par Esther Tofa et Moufit Sabou. Ces colères se lisent sur ses visages. Un mois après le drame survenu dans le quartier à Ilawadje, 3e arrondissement de Cotonou, les sinistrés ne sont pas au bout de leur peine. Aujourd'hui, chacun se débrouille comme il peut. Et nous n'avons pas une communication, en tout cas moi, c'est ce que j'ai observé que je dis. Je n'ai pas observé une communication claire et précise des autorités à notre endroit. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, bon, mais nous n'avons pas de précision sur ces éléments-là. Mais nous autres qui avons des activités, nos épouses ont des activités, tout est fermé, tout est bloqué. Exactement un mois que l'incident est survenu. Qu'est-ce que les autorités ont prévu pour nous? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour nous? On ne sait pas. Hello, kaka bojedo. Do ya viale ma fi bulu. Yesu mo file bunu do. Mo file gbe do, mo file so bunu do. Ito yan fi de aho kwa no yi, bo don wa so. Eri, so ni ayi de masu, bo yo yo mi. Iri, bo na ye Yesu ma mo ne gbo mi aji, bo ye yo mi fi han kwa so ba su kwa lo. Eri, fo me no bo sa. Fo me de bloquer, agba de bi ogbule. Eri, ma obligatoire ma do kwa ba. E ta we mi su di o zero ma do. Une seule doléance, leur permettre de regagner leurs habitations. Ministère de la Santé, ministre de la Santé, ministre de l'Environnement, on est en train de manger quoi? Nous sommes en train de vivre de quoi? Selon les indiscrétions, plusieurs démarches ont été menées vers les autorités locales et municipales par ces sinistrés.
Cependant, la situation reste telle. Il prévoit, les jours à venir, se rapprocher de la mairie de Cotonou pour avoir gain de cause. On finit par l'édition 2025 de la fête de retrouvailles des Godovi. Le rendez-vous cette année a une fois encore été l'occasion pour les filles et fils de l'allié béanzin de revisiter l'histoire. Les actes de bravoure du roi béanzin ont été rappelés. Un accent particulier a été mis sur l'héroïque rencontre du 25 janvier 1894. Reportage. Commémoré depuis plus d'une décennie, l'événement a pris il y a 4 ans une allure singulière, rassemblé ici sur l'esplanade du palais privé du roi béanzin à Djimé. Ces hommes et femmes de tous âges issus de la lignée du souverain revivent une partie de l'histoire d'un héros dont la bravoure séduit davantage de monde autre que ses descendants. Nous, descendantes et descendants de sa majesté Dada Béranzibo Aïdjele, sommes très heureux de vous accueillir chaleureusement en ces lieux chargés de récits glorieux. Pour cette édition 2025 de la fête identitaire des Godovi, de nombreuses activités ont été programmées. Les réjouissances ont duré plus d'une journée. Elles ont démarré par un concert animé par l'artiste Anis Pépé. « 25 janvier 1894, 25 janvier 2025, 131 ans après la date de l'inédite rencontre de Goro. Princes et princesses revisitent ici encore les temps forts du règne du roi béanzin, notamment les différentes étapes de sa résistance aux colons, les nombreuses localités parcourues pendant les diverses luttes menées, les circonstances de même que d'autres faits mémorables sont évoquées. Dada Béranzin, lui, il a dit non aux Français. Il a résisté et il a jusqu'au sacrifice suprême. Donc nous devons montrer aux générations futures que quand on est engagé, on reste très engagé et il faut respecter les engagements. Je voudrais vous saluer, vous reconnaître cette organisation depuis quelques années et espérer qu'ensemble, les filles et les fils de Dahomey puissent se retrouver autour de cet événement important pour qu'au marché du donner et de recevoir, l'histoire de Dahomey puisse être connue de tous. L'histoire de Dahomey puisse être valorisée. Moment de partage, de communion et de fraternité. Ces retrouvailles ont été une réussite. Divers tableaux artistiques ont meublé les festivités. Des prix ont également été décernés à plusieurs personnes pour leur engagement à promouvoir et à faire rayonner la culture. Chaque invité et participant aux manifestations sont appelés à pérenniser l'héritage de ce précurseur du nationalisme. Le plus grand bonheur de l'homme, c'est de s'attendre d'abord à un malheur. C'est sur cette citation que nous mettons un terme à cette session d'information, Tanguy. Merci pour la présentation de bulletin d'information. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. La phase des barrages de l'UEFA Champions League s'est ouverte depuis hier, mardi. 4 matchs étaient au programme hier. Le Real qui s'impose à City au bout de 2 matchs assez renversants. Oui, Tanguy, c'est bien cela. Le Real Madrid n'a pas été assez étincelant hier face à Manchester City, mais Vinicius Junior et ses coéquipiers justement sont tout de même rentrés tout souriants à Madrid après un succès renversant obtenu à l'Etihad Stadium. C'était d'ailleurs le seul choc de toutes les attentions hier parmi les 4 différents matchs disputés. Ce mardi, un duel épique qui voit City s'incliner devant le Real Madrid 2 buts contre 3 pour ce barrage aller, alors même que les Citizens ont mené par 2 fois au score avec un doublé de Erling Haaland pour se faire égaliser 2 fois et perdre finalement le match sur un score de 2 buts contre 3. Mbappé, Diaz et Bellingham sont les autres buteurs de cette rencontre. Tanguy, une rencontre épique qui se solde par une victoire du Real Madrid qui a été assez résilient hier. Oui, hier, résilient peut-être, sinon un peu plus chanceux, je crois, parce que après l'intervention du penalty transformé par Erling Haaland,
on n'a pas vraiment vu un Real décidé à égaliser. Je crois que les choses sont allées contre le cours normal du match. Et ça pouvait s'entendre étant donné que City est inscrit justement sur une pente, mettons, un peu glissante, notamment en Champions League, avec ses insuccès inarrêtables et inarrêtés. Au début de la rencontre, on a vu le Real qui s'est offert pas mal d'occasions, pas mal d'offensives, mais devant les buts... Même en deuxième partie aussi, oui. Le Real a quand même mené les débats, mettons, sur les 20 premières minutes de la deuxième partie aussi. Et le penalty est venu contre le cours de cette phase du jeu, je crois. C'est pour la première fois, moi, je vois un Real irréaliste après son match face, je crois, au Barça, notamment pour la compétition espagnole à l'interne. C'est la première fois que le Real est difficile, en tout cas, à concrétiser ses occasions devant comme ça. C'est ça, il faut dire que le Real Madrid jouait là son 7e match à l'Etihad Stadium et vient sinon à remporter pour la toute première fois une victoire à l'Etihad Stadium. Tout reste donc ouvert pour le match retour, Tanguy? Est-ce que c'est vraiment ouvert? Parce qu'on connaît un peu la difficulté, en tout cas, des Citizens pour cette saison. On a aussi que les blessures et les contre-performances, je dois dire, des éléments de Pep Guardiola font qu'on ne peut pas miser gros, en tout cas, sur un City étincelant. Parce que déjà par le passé, quand ils avaient leur belle forme, le Real à Bernabéu leur avait fait voir de toutes les couleurs. Vous vous rappelez certainement cette demi-finale mémorable, inoubliable, menée avec Karim Benzema qui était dans tous ses états de beaux jours. Et donc, ce n'est pas si évident pour les Anglais d'aller faire quelque chose en Espagne. En Espagne, justement, on va vous rappeler rapidement qu'en cas d'égalité entre les deux équipes sur la double confrontation, la règle du but inscrit à l'extérieur ne sera pas prise en compte puisqu'elle a été abolie justement il y a quelques années en UEFA Champions League. Rendez-vous dans une semaine pour la manche retour de cette explication qui a opposé justement les Citizens aux Madrilènes. Autre résultat, Tanguy, on a eu droit à 3 autres matchs après le match de Manchester City. Bien avant cette explication, le PSG s'est imposé par un score de 3-0 au stade brestois qui dispute sa toute première saison en Ligue européenne des champions. La vieille dame s'est imposée par un score de 2-1 à l'équipe de PSV Eindhoven et puis victoire à l'extérieur 3-0 du Borussia Dortmund devant le Sporting Club du Portugal. Tanguy, 3-0 à l'extérieur pour le Borussia Dortmund. Oui, bon, au moins pour cette saison, je crois qu'ils peuvent s'en consoler, parce que c'est arrivé rarement, une telle performance, même si je crois que face au Barça, ils ont fait, ils ont été battus à la dernière minute, 3-2. Oui. Je pense quand même que c'est une très belle performance. Pour les jeunes, justement, pour les Allemands qui vont espérer clôturer en beauté, justement, pour la manche retour qui est prévue dans une semaine. Ce mercredi, on aura 3-4 autres affiches, toujours dans le cadre de ces matchs de barrage, aller justement de l'UEFA Champions League pour les 8e de finale de cette compétition. Le club Brugge sera face à l'équipe de l'Atalanta Bergame à partir de 17h45 GMT, pour ne pas dire 18h heure béninoise. Feyenoord va en découdre avec l'équipe de l'AC Milan. Le Celtic Glasgow reçoit dans son entre le Bayern de Munich et puis l'AS Monaco va offrir son hospitalité au Benfica de Lisbonne. 4 différentes rencontres à suivre pour le compte de ce mercredi. Tanguy, quelle est la rencontre, sinon quelle sera la rencontre de toutes les attentions? On rappelle rapidement les rencontres là. Je vais voir Club Brugge, Atalanta Bergame, Feyenoord, AC Milan, Celtic Glasgow, Bayern Munich et puis AS Monaco, Benfica de Lisbonne. Je crois que le club Brugge ne devrait pas faire grande résistance devant Atalanta, dont on connaît un peu l'efficacité et tout cas la forme précédente Coupe de voilà, absolument cette saison. L'AC Milan qui tâtonne, le Bayern de Munich, peut-être certains AS Monaco, Benfica, encore que je crois que Benfica devrait avoir son ascendant sur les Français.
sur les Français. Justement, on va espérer, de toute façon, prenez les différents rendez-vous. 17h45 GMT pour la rencontre entre l'équipe de l'Atalanta Bergame et puis celle de Club Brugge. Puis 21h pour les rencontres qui vont opposer justement Feyenoord à l'AC Milan, Celtic Glasgow au Bayern de Munich et puis l'AS Monaco au Benfica de Lisbonne. Restons hors de nos frontières pour parler maintenant des nouvelles des internationaux béninois qui évoluent à l'extérieur. Ils étaient nombreux ce week-end à fouler les pelouses de leurs différents championnats avec leurs clubs respectifs. Et pour le tour d'horizon de l'actualité des Guépards de ce mercredi, sinon du week-end, on note un week-end plus ou moins décisif pour la majorité des Guépards qui ont joué. On va suivre ici le résumé de leurs différentes performances. Fin de semaine décisive pour la majorité des Guépards qui ont joué ce week-end avec leurs clubs respectifs dans leurs différents championnats. La France pour commencer, où l'on jouait ce week-end la 22e journée de la Ligue 2 BKT. À cette occasion, Tosin Aegun signe son retour en compétition avec les Merlus. L'International béninois et le FC Lorient se sont imposés à leurs homologues d'Amiens SC par un score de 3-1. Laissé au banc au coup d'envoi, le Guépard a fait son entrée en jeu à la 71e minute de jeu et est passeur décisif sur le deuxième but lorientais à la 83e minute. Tosin Aegun totalise désormais 6 passes décisives et 2 buts marqués en 17 matchs disputés. Les Merlus restent leaders au classement de la Ligue 2 française avec 46 points. De son côté, Grenoble Foot 38 de Junior Laitan a été contraint au partage de points par Red Star FC au bout d'un score nul et vierge. Remplaçant au coup d'envoi, le milieu béninois est entré en jeu à la 83e minute. Grenoble lui stagne à la 8e place au classement avec 31 points au compteur. De la France, on file en Belgique où l'attaquant béninois Andreas Ntondi ouvre son compteur de buts en première division. Au cours de la 25e journée de la Jupiter Pro League, le Standard de Liège et son Guépard ont concédé un échec 2 buts contre 4 devant le KVC Westerlo. Non aligné au coup d'envoi, l'attaquant béninois est entré en jeu à la 70e minute et a inscrit le second but des siens en toute fin de partie. Son premier but en 5 matchs disputés sous les couleurs du club belge. Avec 35 points désormais, le Standard de Liège est positionné 7e au classement. En Suisse, la 23e journée de la Super League était au programme ce week-end. Grasshopper Club Zurich du milieu de terrain béninois, Imran Hassan a arraché un point de son déplacement sur le terrain du FC Lugano 2e au classement au bout d'un score nul d'un but partout. Laissé au banc à l'entame de la rencontre, le Guépard est entré en jeu à la 58e minute. Grasshopper occupe la 10e place au classement avec 22 points. La deuxième défaite dans le rang des Guépards ce week-end est enregistrée en première division bulgare. À l'occasion de la 20e journée, le FC Ludogorets du défenseur béninois Olivier Verdon s'est incliné devant Levski Sofia sur un score de 2-1. Aligné au départ, Olivier Verdon a disputé tout le match et a inscrit l'unique but des Verts sur pénalty dans le temps additionnel. Un échec sans incident sur le classement des champions en titre qui reste leader de la Parva Liga avec 53 points. En Roumanie à présent, au cours de la 26e journée de la Superliga, le FC Petrolul Ploiești de Ioan Roche a tenu en échec le FC Hermannstadt par un score d'un but partout. Titularisé au coup d'envoi, le défenseur béninois cédait sa place à la 77e minute. Petrolul Ploiești compte 37 points et reste 8e au classement. Jodel Dossou fait ses débuts dans le championnat de première division au Luxembourg. À l'occasion de la 16e journée de la division nationale luxembourgeoise, le FC Victoria Rosport de Jodel Dossou a été dominé par le FC Dundelange au bout d'un score de 3-0. Remplaçant au coup d'envoi, l'ailier béninois est entré en jeu à la 58e minute, faisant ainsi ses débuts officiels sous les couleurs de son nouveau club. Le FC Victoria Rosport est positionné 10e au classement avec 18 points. Week-end rouge pour Cécile d'Almeida en championnat de Chypre de première division. À l'occasion de la 22e journée déroulée ce week-end, Apollon Limassol et son Guépard ont fait un match nul de score vierge face à Apoel Nicosie. Titularisé au départ,
Le milieu béninois est copé d'un carton rouge à la 72e minute. Apollon totalise 35 points et demeure 6e au classement. En Ligue 1 égyptienne, Dodo Dokou et Smoes se sont offert une victoire 1-0 sur la pelouse de Petrojet au cours de la 13e journée. Allié au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois a disputé l'intégralité de cette explication et a été désigné homme du match. Par ailleurs, il compte à son actif 11 matchs en championnat cette saison pour un but marqué. Restons au nord de l'Afrique, notamment en Tunisie, pour prendre des nouvelles d'un autre milieu de terrain béninois. À l'occasion de la 18e journée de la Ligue 1 tunisienne, Mariano Awangbo et ses coéquipiers de l'Avenir Sportif Soliman enchaînent avec une deuxième défaite consécutive. Les Verts ont courbé les chines sur un score de 0 but contre 2 devant le CA Bizertin. Titulaire au départ, le milieu de terrain béninois a été remplacé à la 70e minute. L'AS Soliman descend à la 13e place au classement avec 15 points au compteur. En Afrique du Sud, l'on jouait ce week-end la 18e journée de Motsepe Foundation Championship. À cette occasion, le JDR Star FC de Marcel Dandinou et Highbury FC se sont neutralisés par un score nul et vierge. Le gardien béninois a disputé toute la rencontre et totalise désormais 9 clean sheets en 18 matchs disputés. Le JDR Star est 3e au classement avec 31 points. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir justement du week-end des Guépards évoluant à l'extérieur avec le club respectif dans leurs différents championnats. Allez, et proximité oblige Tanguy, on vient maintenant au plan national pour finir. La phase aller de la Ligue 3 masculine du Bénin pour les équipes de la poule A va connaître son épilogue ce mercredi et dans ce cadre, 5 différentes affiches sont à suivre à partir de 16h. L'équipe de CFS reçoit sur les installations du stade synthétique de l'Université d'Abou-Calavi l'équipe de Ainovi. FC Abisport va en découdre avec l'équipe de Ewedi FC sur les installations de Jeffa. Assos va offrir son hospitalité à l'équipe de Étalon Football Club à Franco. La jeunesse athlétique de Misrete reçoit justement à Djoun l'équipe de la jeunesse sportive de la Vallée. Puis Jeffa Football Club sera en déplacement à Franco pour affronter l'équipe de Tambou FC d'Adira avant cette 9e journée de la Ligue, 9e et dernière journée de la phase aller de la Ligue 3 masculine. Le classement est dominé par la jeunesse sportive de la Vallée avec un total de 15 points au compteur, un goût différentiel de plus 6, suivi de l'équipe de Jeffa Football Club qui vient en deuxième position avec 14 points au compteur. Tambou FC est 3e au classement avec 12 points, 11 points pour les équipes de Ewedi FC, Étalon Football Club et Ainovi qui viennent respectivement en 4e, 5e et 6e position. CFS est positionné à la 7e place au classement avec 10 points au compteur, 9 points pour Abisport qui vient en 8e position. La jeunesse athlétique de Misrete est positionnée avant-dernière au classement et puis Assos de la lanterne rouge avec seulement 4 points au compteur après 8 différents matchs disputés. Allez, Tanguy, ce sera tout pour ce matin. C'est passé très vite, candidat ce matin pour l'actualité des sports ce matin. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la découverte de notre magazine de ce matin. Je vous propose qu'on aille ensemble dans la commune de Tofo, précisément dans l'arrondissement de Ouagbo. Là-bas, c'est une terre très agricole avec des populations très investies dans les activités de champs. Vous avez beaucoup de production, notamment vivrière, le maïs, par exemple. Vous avez aussi des productions notamment d'arbres de fruits avec la mangue, les oranges. Mais le documentaire que je vous propose ce matin va vous faire découvrir une filière qui n'est pas vraiment organisée, mais qui quand même devrait apporter l'essentiel, je dois dire, des devises au niveau donc de l'arrondissement. Il s'agit de la culture de la banane, plantain. C'est une activité d'un monsieur, Mathias notamment, qui s'y est investi depuis une vingtaine d'années et y a tiré l'essentiel, je dois dire, de ses ressources, même s'il a pu élargir ses activités à d'autres spéculations.
population. Alors, comment ça se passe, la culture de la banane plantain? Quel est l'œil que les autorités locales ont sur son activité? Qu'est-ce que cela lui rapporte? Comment est-ce qu'on peut faire prospérer une telle activité afin qu'elle renforce davantage sa contribution à l'économie locale et communale? Eh bien, voilà autant d'interrogations dont les réponses se trouvent dans ce magazine réalisé. Au marché de Ouagbo, c'est l'ennui depuis quelque temps. Les femmes se plaignent de plus en plus. Elles sont revendeuses de bananes plantain depuis plus de 10 ans déjà pour les plus jeunes dans le métier. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Au marché de Ouagbo, c'est l'ennui depuis quelque temps. Les femmes se plaignent de plus en plus. Elles sont revendeuses de bananes plantain depuis plus de 10 ans déjà pour les plus jeunes dans le métier.
Non, un ça. Bon, il y a un côté à rentrer au dé, nos filles, caca, bon, il y a un soir, on couteau que. Mais non, c'est que mais là, non, c'est pas qui n'est. Comme il est, non, non, à ça. Mais non, il y a Kaluto. Bon, on te va me installer en tofi. Mais il y a qui est. Mi khobo dava mblo azapo. Wa mi non de to. Ni masa ganjia. E blo se menu e no pleto me. No ko so iko npe. Mi ndo aho ne. Eh o glele do tovia. Glele do tovia. Anaza keke ko keke bo ne bia ko ne aso ale atun ali oto a. Pour se ravitailler, il faut faire des kilomètres loin du centre-ville. Des dizaines parfois. Pour enfin tomber sur l'un de ces producteurs réputé pour son engagement dans la production agricole. Tout le monde connaît Mathias, le cultivateur, des kilomètres à la ronde. Il est dans son champ aujourd'hui, comme d'habitude, où nous le surprenons. Notre jinkule gege, takin timate, kokwe, pastèque, papaye solo, bade, aïkoun, en tout cas, azin jinkule gege nodo. Kokoyo merakochi dopo yiwana boda Mathias kokoyo de sulo kono yome ne yana blogu mala si jadi doji aji on est d'accord de niveau bleu 7 bon wa yawni champ de recherche yawni ton bible demande rejette bon il va savion mi bon il va fibo bon wa dorofi. Et dole bo et beaucoup quand les bicouilles de blo 8 mois mon et non les rejetons et des rejetons pour les blo 3 mois mon des goudo et non simbi ouais non ba mon ça donc bonne dame les non fi mon xo et qu'on les y ali tout mon les vo ça nous gagne. Kokoya do gandio boklo gandio et non 3500 nous rejet doko voilà donc ega rebio et non 1500 000 francs voilà nous rejet. Pour se lancer, Mathias a eu besoin d'un gros capital et surtout d'une terre disponible. Son expérience de producteur de bananes plantain lui fait connaître certains secrets du bout des doigts. Nino mina do koko eta do po bona hokando kakaka bo era nyo bikui bo mina do milo da sawe e we bio mina prévoir 500 000 mo eta do po voilà zin labu wenu bona kunto bona do fianto me kaka bona be sakra ji labu di do mina prévoir 2 millions mo eta do po. Mauda mimbo asimo origine 200 mo bo ça 3000 et que 600 000
1000 francs que na deme 1500 que na deme en tout cas quoi ils ont ils ont quoi ils ont et non ils vont chia when we meet the way to no branch d'agbe wa àmọ́ wọn aro pin pon epodo gbecheto ya so me bo ton me si ketekete le bo ìwà nu ene kwe le yo lẹ́yìn ìrìnàdọ́ lè yí gbọ́n èdè dín ọ ìbí ọmọ àwùjọ ní jẹ́jí ẹ máa ìdábò náà mo pẹ́ ọ mẹ́gẹ̀gẹ̀ tí ń bọ̀ èyí lọ ìrógùn tó dán. ẹ lọ mọ̀ dá yìí àmọ́ ẹgbẹ́gbẹ́ ni ọyàn lẹ́dẹ̀ sùn mẹ́mẹ́ ikú ìjìnlẹ̀ ọba wẹ̀ dé ìmọ̀ràn pòlì gàlẹ́gò mẹ́. Mathias n'est plus le seul à croire en l'avenir de la terre. Au niveau communal, les dirigeants l'ont aussi bien compris, surtout pour ce qui est de la filière banane-plantain, devenue comme une marque déposée. Notre maire, Madame Bibiane Damazé, a créé le label banane-plantain que la commune porte. Et nous l'avons parlé avec nos investisseurs, les investisseurs de la commune, pour qu'ils sachent que c'est notre label. C'est pour nous. Les bananes plantains, vous venez ici à n'importe quel moment où vous les trouvez. Donc nous les organisons en fait avec la TDA. Nous leur donnons la formation qu'il faut aux agriculteurs pour qu'ils ne se perdent pas, afin qu'ils essaient d'évoluer dans la culture pour que toutes les grâces possibles, les catégories de bananes possibles, nous puissions trouver ce qu'il faut pour que le régime puisse bien donner, afin qu'eux-mêmes puissent se retrouver. L'usine pour la transformation de la banane, c'est à Tofo. Ça se prévoit déjà, c'est pourquoi je vous ai dit qu'au niveau de nos investisseurs, nous débattons, le sujet est toujours en débat, pour que d'ici là, ça puisse être vraiment l'image de la commune de Tofo, la banane plantain. La banane, c'est notre première culture, à part les céréales et autres. C'est la banane, la souche même, c'est la commune de Tofo. Nous sommes le grenier de l'Atlantique et il n'y a pas de grande saison chez nous. À n'importe quelle période, nous trouvons de la banane, de toutes les variétés. Même s'ils font d'autres, ils essaient de faire au moins en partie la culture des bananes dedans, dans ce qu'ils font. Que ce soit de la pastèque, du maïs, de soja, n'importe comment. Chacun essaie de faire, même si c'est un état ou demi-état, des bananes dedans. Ça peut s'estimer jusqu'à 45%. Ennemi do dien si on debo e blo l'irrigation mi no do egbo dodo le do podo nu bo si dakobo debo e no do si mo webi nu ko eton kokwe do kwe amo mi na no te pon ma ji ma uton lo ji ra ja ama bi no ku po mo e ko ton le o e no ba ho po mo do kodo mo sun kwa yin donc si we problème kokwe ton ta je no te pon we si et si mon signe n'y est bon et ben dire ah et là là do Mathias et dire quoi il dans le mêlé mi en coin et dit tout bonnement fourrage vrai et pour l'approvisionnement de l'eau, la commune fait assez d'efforts à travers les projets de forage et autres, mais le gouvernement a pensé encore à nous dernièrement sur les adductions qui sera installée à Damé et qui va couvrir plus de 3 arrondissements ensemble. Donc la mairie et l'État central, nous courons pour que notre population soit indépendante vraiment vis-à-vis de l'eau. Après ça, je crois qu'ils n'auront qu'à l'utiliser pour leurs différentes plantations.
asɔmɛ do finɛ bɔn vina yi bodo nuye asɔmɛ tɔn àmọ́ ẹ má kó ma xɔsu zɔ a nílẹ̀ kɔ bo wa gile kan bo wuli bonu gile e wuli bonu gile yɔ gile dɔ ayikungba nɔ do adigba do tɔ gile yɔ dze yɛn lɛ do tɔ fɔ kame fi àmọ́ nílɔ e mana yin politique wa bɛn na do gile si ba do tɔ fɔ wɛ bona xamɛ de o we tso ne ya xa tɔn ena mɔ mafi Mathias àmọ́ mi ze do politique mɛ yɔ ene yɔ yɛn do gudo. La banane plantée reste aujourd'hui une spéculation de premier plan dans la commune. Elle appelle une organisation de la filière, mais surtout un processus de modernisation de sa culture. Des objectifs qui prennent priorité sur la politique de transformation locale encore loin de se concrétiser, même si la mairie de son côté y songe de plus en plus. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. De retour en plateau pour entamer la dernière ligne droite de cette émission. On aura à la fin la revue de presse. Avant cela, nos moments débat avec les débatteurs. On dira 2 mots au sujet de ce message de l'ambassadeur du Bénin après le Niger à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplôme à des étudiants béninois. C'est par rapport justement à l'état des relations entre Cotonou et Niamey. Gildas Agoncan s'est proposé de demander pardon au nom du peuple béninois à celui nigérien. Comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut analyser justement cette prise de position? Eh ben, on en parle. Mais avant tout cela, voici notre page économie avec Jacques Débé, qui est notamment en ligne depuis Parakou. Jacques Débé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal 3 Bénin. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel ce matin. On va s'intéresser un peu à la guerre commerciale établie par l'administration Trump entre les États-Unis et la Chine. En analyser les impacts notamment sur l'équilibre et l'économie du monde. Donald Trump qui chamboule tout depuis donc son retour à la Maison Blanche, alors que sa lutte anti-immigration continue de faire beaucoup jaser. Le nouveau président des États-Unis a aussi déclenché une guerre commerciale contre plusieurs pays, dont la Chine. Jacques, d'abord, que comprendre réellement de cette nouvelle guerre commerciale? Oui, vous l'avez dit, la guerre commerciale entre l'Amérique et la Chine a bel et bien lieu, comme redouté depuis le comeback de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les États-Unis ont imposé depuis la semaine dernière des taxes douanières de 10% supplémentaires sur les produits chinois. Ces surtaxes viennent s'ajouter donc à d'autres qui existent déjà, puisqu'il faut le rappeler, le premier mandat du milliardaire américain avait déjà porté la marque des droits de douane punitifs. Alors, les produits concernés sont essentiellement les voitures électriques, et les cellules photovoltaïques, les semi-conducteurs ainsi que l'acier et l'aluminium. Et si les États-Unis ont déclenché cette guerre commerciale avec la Chine, eh bien, c'est principalement pour 2 raisons. La première, Washington veut forcer Pékin à lutter contre le trafic de fentanyl, voilà, j'y arrive, cette drogue qui fait des ravages aux États-Unis. La seconde raison et la plus importante d'ailleurs, c'est une raison économique et commerciale. Washington présente depuis des années maintenant un déséquilibre commercial abyssal vis-à-vis de Pékin, sauf que Donald Trump a une phobie pour les déséquilibres commerciaux. À travers donc ces droits de douane, le milliardaire américain compte combler le gap créé dans ce sens depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Bon à savoir aussi, la Chine n'est pas le seul pays concerné par les sanctions américaines. Donald Trump a imposé par exemple 25% de taux de douane sur les importations en provenance du Mexique et du Canada. Et seulement lundi dernier, le président américain a franchi une nouvelle étape dans sa politique commerciale protectionniste en signant un décret imposant des droits de douane de 25% là aussi sur l'aluminium et l'acier, quel que soit le pays de provenance. L'Europe est grandement concernée à ce niveau. Bref, la guerre commerciale, elle est bien lancée par Donald Trump comme on le craignait, et cela risque de tout chambouler sur
le commerce international. On s'imagine très bien. En tout cas, quand on voit les forces en présence, c'est quand même deux grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine. On s'imagine que cette guerre commerciale a forcément des répercussions, notamment sur l'activité commerciale internationale et surtout sur l'équilibre du monde en termes d'économie. Oui, indubitablement. Cette première salve de taxes douanières, Tanguy, a fait plonger les bourses européennes et asiatiques, en particulier le secteur automobile, et fait bondir le dollar américain, laissant planer d'un avenir économique très incertain à l'échelle internationale. La conséquence qui sera la plus perceptible est celle de l'augmentation des prix. Oui, il faut clairement craindre un choc inflationniste à travers le monde. Les produits frappés par les droits de douane américains vont indubitablement connaître une hausse de prix parce que le principe, il est simple. Les entreprises qui subissent les taxes vont répercuter ces taxes sur les prix de leurs produits. C'est le consommateur final donc qui va en payer le prix, ce qui va provoquer donc, comme je l'ai dit, une hausse générale des prix, surtout que la Chine a déjà répliqué en taxant elle aussi les produits américains. L'Union européenne promet aussi des répliques vis-à-vis des USA en ce qui concerne notamment les taxes imposées sur l'acier et l'aluminium. Il faut donc craindre une augmentation du prix des produits donc d'ici quelques jours, et même ça a déjà commencé sur certains marchés européens et américains, notamment en Chine également. Dans cette guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine a déjà saisi l'Organisation mondiale du commerce, même s'il faut le dire, cette démarche a très peu de chances d'aboutir, puisque les juges de l'OMC ne sont plus au complet depuis des années. Pourquoi? Eh bien parce que Washington n'envoie plus ses représentants, bloquant ainsi les assises. La Chine a aussi convoqué certaines entreprises américaines qui exercent sur son territoire, parce que ces entreprises ne respecteraient peut-être pas le fisc au niveau de la Chine. Voilà un peu là où on est en train d'aller déjà en ce qui concerne ces guerres commerciales. Google est notamment concerné par cette réplique de la Chine par rapport à cette guerre commerciale qui risque, comme je l'ai dit, de faire chambouler tout sur l'économie mondiale. Et on s'imagine que l'Afrique est un spectatrice comme à son habitude. On sait que le continent doit subir très souvent et de plein fouet, je dois dire, les effets des chocs internationaux. Cela est bien réel. On l'a vu avec d'autres crises par le passé, notamment la crise de la Covid-19. On l'a vu également avec la guerre russo-ukrainienne et bien d'autres crises à travers la planète. Cela colle parfaitement au dicton populaire selon lequel quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. L'Afrique est souvent spectatrice. Les pays africains ne subissent généralement que les conséquences des crises à l'échelle internationale. C'est un secret de polichinelle que l'Afrique produit très peu. Le continent est le continent noir est le continent le moins industrialisé de la planète d'ailleurs. L'Afrique, pour vous situer, Tanguy, ne pèse que 1% aujourd'hui dans le commerce mondial et nous n'exportons essentiellement que des matières premières, alors que les produits taxés ici, ce sont les produits que nous importions. On a parlé des véhicules électriques, on a parlé des semi-conducteurs, on a parlé des matériels agricoles et nous importions beaucoup de matériel agricole pour notamment mécaniser notre agriculture. Bref, on risque de subir une hausse du prix à l'échelle internationale qui va se répercuter sur ces produits-là et donc qui va se répercuter sur les pays africains. C'est bien dommage, malheureusement, vous l'avez dit, l'Afrique est souvent spectatrice. On ne mène pas des politiques véritablement pour ne pas subir les conséquences de ces crises internationales. À chaque fois que le monde touche, eh bien, l'Afrique est déjà éteigné, ce qui est bien dommage. Bien dommage, en effet. En tout cas, on verra jusqu'où les deux gros éléphants vont continuer à se battre et continuer à observer un peu tous les impacts que cela pourrait avoir sur l'ordre économique mondial et sur la position de l'Afrique et son devenir. Jacques Dubé, merci. Merci à vous, Tanguy. Passez une bonne journée. Bonne journée à Parakou. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on marque une petite pause, le temps d'installer les débatteurs pour engager nos discussions.
Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bonjour Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'étape de nos discussions et ce matin, je l'ai annoncé déjà, on va évoquer un peu l'état des relations entre le Niger et le Bénin avec cette dernière actualité. L'ambassadeur de Cotonou à Niamey qui s'est proposé en tout cas de demander pardon au nom du peuple béninois à celui nigérien
pour ces moments difficiles traversés dans les rapports entre les deux pays. Franck, le Bénin commence à faire profil bas, c'est ça? Je ne dirais pas que le Bénin a commencé par faire profil bas. Je pense que dans une crise, tous les, disons, rudiments qu'on peut aller puiser pour essayer de calmer la tension, de faire baisser le mercure, on ne peut pas se passer d'aller vraiment les chercher. Je pense que c'est dans cette optique, à mon avis, que l'ambassadeur du Bénin, là-bas à Niamey, a trouvé cette formule-là. Maintenant, on peut toujours voir si la formule, elle est bien trouvée. Est-ce que c'est véritablement à une telle occasion qu'il faut le faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes à explorer pour vraiment juguler cette crise-là qui n'a que trop duré? Parce qu'en réalité, dans son message dit de pardon, il a accentué, disons, ses propos sur les peuples, les deux peuples. Vous voyez, même si parfois il arrive aux dirigeants de ne pas s'entendre, de s'engueuler, d'avoir des divergences au niveau des peuples, il faut quand même que nous puissions nourrir des ambitions plus grandes, nous puissions nous regarder en face pour nous dire des vérités. Je crois que c'est sur cette fibre-là qu'il a, disons, tiré. Et si ça peut arranger quelque chose, c'est tant mieux pour moi, parce que véritablement, je ne sais à qui cela profite, si ce n'est pour nourrir nos orgueils surdimensionnés, nos égos, et puis pour faire souffrir finalement le peuple qui n'a rien à voir dans une affaire qui est politique, qui concerne des dirigeants qui un jour peuvent passer, mais le peuple, la République, la nation va, elle, toujours rester. Eric? Alors, la question de savoir si le Bénin est en train de faire profil bas, en tout cas, si nous prenons les propos tenus par l'ambassadeur du Bénin à Cotonou, ça ressemble à cela. Parce que le mot pardon est sorti, pardon au peuple du Niger, pour que de telles situations n'arrivent jamais. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que, après le prononcé de ce discours sur les réseaux sociaux, on a eu le sentiment que beaucoup de Béninois n'ont pas partagé cette déclaration. Les gens se sont posé la question de savoir, est-ce qu'il parlait au nom du Bénin? Est-ce qu'il parlait au nom des citoyens béninois ou c'était à son propre nom? On allait jusqu'à demander si le ministre des Affaires étrangères l'a donné consigne pour que tel message soit donc passé. Donc il y a aujourd'hui, comme on dit au sein de l'opinion, ces deux entités, n'est-ce pas, qui s'expriment sur les propos de notre ambassadeur. Toujours est-il que aujourd'hui, avec le processus de normalisation qui est engagé, dont nous ne savons pas du tout l'issue, parce que depuis ces fameuses rencontres des anciens chefs d'État avec les autorités du Niger et celles du Bénin, nous ne savons pas aujourd'hui à quel niveau se trouve véritablement cette mission de médiation. Est-ce que finalement les rencontres vont prospérer ou pas? Et donc peut-être que l'ambassadeur a pensé faire ce qui est juste à son sens et à sa compréhension au milieu de cette crise. Pour ma part, je pense que c'est un peu osé, n'est-ce pas, de prononcer ces mots, ces phrases dans ce contexte précis. Parce que je suis de ceux qui pensent que si nous faisons l'histoire, et nous pouvons refaire cette histoire qui nous oppose justement, malheureusement, il y a un contexte à cela, où des propos ont été tenus de part et d'autre, justement, voyez-vous. Et donc, s'il y a des efforts à faire de normalisation, c'est de prendre acte de ce que nous nous sommes dit et qui ne peut être pas bien, n'est-ce pas, et de repartir sur de nouvelles bases. Ça arrive à tous les États. La Chine n'a jamais cessé de menacer les États-Unis n'ont jamais cessé de menacer la Chine, et vice-versa entre les États voisins. Cela n'a jamais remis en cause les questions de coopération entre les États dans plusieurs domaines. Donc je pense que on peut voir les choses à ce niveau et déplorer justement les propos de monsieur l'ambassadeur du Bénin à Niamey. William, bonjour. Bonjour, Tom. Akonka qui demande pardon au nom du peuple béninois. Le Bénin commence à faire profil bas peut-être? Les propos d'Akonka au Niger sont les propos du Bénin.
de la République tout entière. Parce qu'il est plénipotentiaire en poste de ce côté-là. Donc, à Gaïa, quand on présente l'ambassadeur du Bénin et qu'il prend la parole et qu'il demande pardon, c'est que le Bénin demande pardon. Là-dessus, il ne faut pas avoir de doute. Que l'instruction vienne du ministère des Affaires étrangères, que l'instruction vienne du chef de l'État, que ce soit une initiative personnelle, que ce soit un concours de circonstances, que ce soit même une erreur de communication, cela est imputable, et ce, entièrement à la République du Bénin, dont il est émanation et représentation en territoire nigérien, parce que nous étions à Gaïa. Maintenant, est-ce que dans les relations internationales, un pays peut demander pardon à l'autre? Ce n'est pas un événement. Ça arrive tout le temps. Des excuses publiques sont exigées par endroit et formulées par des États. Parfois, ce n'est même pas exigé, mais par politesse diplomatique, on ne dit peut-être pas pardon, on ne dit peut-être pas excuse, mais on trouve la formule de rabattre les cartes, de faire profil bas, comme vous le disiez dans une de vos questions précédentes, d'avoir une tenue qui permette en fait de montrer qu'on reconnaît sa part de responsabilité à un certain point de vue et qu'on a envie que les choses aillent mieux. Maintenant, quelqu'un a dit que le pardon peut être une faute. Je ne sais pas si dans ce contexte, c'est une faute pour Gildas Agoncan de demander pardon, de demander pardon quand il est en pleine opération de remise d'attestation à des étudiants en fin de formation à Gaïa. Je dis qu'en fait, la forme peut déranger. La forme du discours d'Agoncan peut déranger. Le cadre. Avant de venir justement au fond, je dois dire, de la question, examinons déjà la forme, la personne qui porte le message, le lieu où le message est délivré et le contexte dans lequel le message est délivré. Quelle analyse, Franck? Non, je crois que William a tout dit. Hein. Le cadre dans lequel il a fait, vous savez, c'était l'une des premières sorties de Agoncan, et donc il ne pouvait pas se permettre de faire des bourdes, il ne pouvait pas se permettre le luxe, même s'il en voulait lui-même personnellement, de faire une sortie qui puisse avoir cette envergure-là. Je pense, comme William, avec une ferme conviction, que ces propos-là lui ont été permis par Cotonou. Est-ce que je peux le dire? Oui, vous pouvez le dire. Le ministre, la Marina et tout, on lui a autorisé de dire, on l'a autorisé à dire, à tenir ses propos. Maintenant, le cadre, peut-être que lui, là-bas, il a des éléments d'appréciation que nous n'avons pas forcément. Sur place à Gaïa, vous savez qu'à Gaïa, au fort moment de la crise, c'est là qu'il y a eu véritablement, disons, une montée de colère, où les gens ont manifesté pour dire attention, pour donner du courage à Tiani, et nous n'en voulons pas. On a même lancé de Gaïa des propos très durs à l'endroit de Cotonou. Et donc, quand il se retrouve dans un territoire comme ça, sur une terre comme celle de Gaïa, il est en face de ceux qui avaient véritablement porté très haut, disons, cette colère-là. Et donc, c'était un endroit propice pour lui de dire attention, pardonnons-nous, nous demandons pardon, nous voulons que nous ramenions un peu la balle à terre pour évoluer ensemble, nous en tant que peuple. Et donc, le cadre pour moi, c'était bien. Et est-ce que dans une crise, on ne saisit pas la moindre opportunité pour résoudre les problèmes? C'est la question que je me suis posée. Et là, je trouve que oui, lorsqu'il s'est retrouvé en place, en face des gens qui lui ont prêté cette attention et tout, il a délivré son message. Eh bien, on peut en faire l'interprétation qu'on veut, mais la suite, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que l'histoire retiendra que malgré la posture du chef de l'État, malgré le déroulé de cette crise-là, tout ce que nous avons connu, le feuilleton, eh bien, à un moment donné, l'ambassadeur du Bénin près le Niger a demandé pardon, a tenu des propos pour essayer de calmer davantage les ardeurs, pour essayer de calmer les esprits. Et ça, l'histoire le retiendra. Et donc, nous pouvons déjà dire que ce cadre, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Et s'il fallait encore
peut-être trouver... Le profil de l'homme aussi ne vous dérange pas? Non, le profil ne dérange pas du tout. Oui, mais quand même, parlons justement du profil de l'homme, c'est l'ambassadeur. Et quand on dit ambassadeur, c'est quand même des termes, William l'a rappelé tout à l'heure, c'est des comportements, c'est en tout cas les mots choisis et mesurés, c'est des termes un peu plus voilés, etc. On a vu quand même la France reconnaître d'une manière ou d'une autre ses actions, notamment en période coloniale esclavagiste par le passé dans certains pays, mais ce n'est pas ce n'est jamais officiellement, nous vous demandons pardon. Est-ce que ce n'est pas un peu moins diplomatique et un peu plus, je dois dire, trop trivial? Et mieux, l'exemple que vous donnez, pour ce qui est de la France, c'est venu bien des années plus tard, parce que l'Afrique l'a toujours demandé. On a vu toute la peine que la France a eue, n'est-ce pas, à trouver des mots assez justes, n'est-ce pas, pour montrer, n'est-ce pas, ce pardon qu'elle demande aux pays africains. Je pense qu'on a, en tant qu'ambassadeur, toute une liste de mots, d'expressions à utiliser pour faire comprendre à son vis-à-vis, n'est-ce pas, qu'on est en train de formuler des mots de politesse, n'est-ce pas, à son endroit, et essayer de les ramener à la table des discussions et des négociations. Encore que jusque-là, si nous faisons encore l'histoire, nous verrons que le Bénin, d'abord, en plus de dire par ses plus hautes autorités ce qu'il pense de ceux dont on l'accuse, toutes les fois qu'on a prononcé des propos d'accusation, et les propositions qui sont venues du Bénin, n'est-ce pas, pour mettre à l'aise nos amis du Niger, pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. On a proposé à des autorités du Niger de venir visiter le Bénin, de faire le tour du Bénin et de voir si ce dont ils nous accusent est véritablement vérifié et de faire eux-mêmes leur propre religion de la situation sur le terrain. Parce que c'est bien facile de rester à des distances et de dire et de formuler des accusations. Parce que ça aussi, on n'en parle pas. Est-ce que déjà, à ce moment précis, on a déjà saisi cette opportunité, cette main tendue du côté du Bénin pour que une solution paisible soit trouvée? Alors, après, c'est vrai, on peut ne pas avoir de doute sur le profil, les mots, est-ce que c'est des consignes? Parce que, effectivement, nous parlons de quelqu'un qui est en poste, qui représente le Bénin tout entier dans un pays voisin. Et donc, les propos qui sont tenus engagent non seulement lui, sa personne, mais aussi la République. Et si, pour avoir tenu ces propos jusqu'à ce jour, on n'a pas entendu le ministère des Affaires étrangères rappeler son ambassadeur, lui demander des explications, est-ce que c'était sous le coup de l'émotion? Voilà. Donc, cela sous-entend peut-être quelque part que cela non plus ne gêne pas sa hiérarchie. Et c'est en cela que moi, je suis un peu partagé sur la formule que nous voulons utiliser pour trouver une solution avec nos amis du Niger. Est-ce qu'avec l'initiative de nos anciens présidents, on s'est rendu compte que cela n'a pas du tout prospéré et qu'il n'y a plus du tout d'issue, il n'y a plus de solution, qu'il faut maintenant lancer encore notre bataille à travers les déclarations de notre ambassadeur? Je m'interroge. William, vous savez, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, la morale et l'éthique chez nous en culture disent que demander pardon, c'est de la noblesse, c'est de la hauteur. Donc, sur le principe, je n'ai pas à m'attarder. Maintenant, vous parliez des codes diplomatiques. Vous savez, Algérie, Front Polisario et Sahara occidental avec le Maroc, Cameroun récemment, un peu avant Rwanda, tout ça. Le Sénégal avec les tirailleurs. Avec les tirailleurs et les propos de Sonko, face aux propos de Sonko. Bref, ça n'a pas demandé pardon dans l'Hexagone. Donc, pas pardon officiellement de cette mais façon. Les termes, ils ressemblent. Oui, mais en fait, il ne faut pas oublier la première sortie d'Agoncan, quand il est allé effectivement en poste à Niamey, sur un média de la place. Il avait fait une erreur de communication terrible, en plein cœur de la crise à l'époque. Aujourd'hui, deuxième grande sortie, après avoir remis les copies figurées, que ce soit sur instruction ou non, sur le principe, sur le fond, rattraper lui personnellement en engageant sur le fond, il a peut-être pris une bonne initiative, mais dans la forme, un État qui demande pardon dans ces termes, dans ce contexte, de cette façon,
c'est un peu trop se rabaisser. Mais je dis en fait... Il a bien dit que c'est le peuple on a béninois, besoin, oui. et non l'État béninois. Comme si les deux peuples s'étaient jamais querellés. Attention. Un ambassadeur doit faire attention à ce qu'il dit. Oui. Seul le peuple est souverain ici dans l'État béninois. Et c'est écrit dans notre constitution. Donc, si l'État béninois est souverain, c'est parce que son peuple d'abord est souverain, ensuite son territoire et ses autorités politiques. La souveraineté de l'État commence par le peuple. Et ceux qui aujourd'hui sont dépositaires des pouvoirs publics le sont par le principe de la légitimité, de la remise de cette légitimité par le peuple. Donc, vous ne parlez pas au nom du peuple en esquivant les gouvernants. Et quand on ne vous donne pas le pouvoir d'aller parler au nom du peuple, vous ne parlez pas au nom du peuple. Mais je dis, pour finir, Tanguy, si c'est suffisant pour rassurer aujourd'hui, nous qui avons cru à un moment donné que le Bénin jouait un mauvais jeu, à commencer par le début de la crise, ensuite, si est mal pris au milieu, si aujourd'hui ce sont des éléments pour rattraper et montrer à la surface du monde finalement que s'il y a des gens qui sont résolument engagés pour que l'environnement soit pacifié, c'est que le Bénin fait partie de ceux-là et fait de gros efforts. Pour moi, c'est tant mieux pour l'avenir de cette situation. Et il parle du peuple. Et les deux peuples ne se sont jamais querellés. Pourquoi est-ce que les peuples béninois devraient aller demander pardon au peuple nigérien? Ce sont les deux États qui sont en train de s'engueuler depuis. Allez faire un petit sondage, peut-être, vous allez constater, quand on dit peuple, c'est cette appellation générique de dire tout le monde et tout. Mais à l'intérieur, quand on est diplomate, le choix des mots est précis. Voilà. Lorsque vous voulez demander pardon face à un peuple, disons, de Gaïa, il y avait un mélange de tout. Le simple fait que le pardon sonne dans l'oreille de ces personnes qui étaient en face de l'ambassadeur à Goncan, ça peut avoir un écho plus important que les mots, les codes diplomatiques que vous irez chercher face à un peuple qui peut-être se démène avec le petit français, avec, disons, son niveau assez acceptable, qui vous écoute et qui veut écouter. Mais qu'est-ce que ce monsieur du Bénin-là veut nous dire en face, et que vous sortez le mot pardon? Parce que quand vous voulez dire, disons, vous voulez présenter des excuses, ça doit être avec une certaine empathie. Vous devez savoir choisir également les mots. Et donc, face à un peuple qui comprend les choses, comme on le dit, terre à terre, utiliser un code qui peut les pénétrer, un code qui peut leur permettre de saisir ce que vous voulez dire. Maintenant, si on veut rester dans le monde intellectuel, nous allons puiser dans, disons, dans les annales diplomatiques pour commencer par chercher des mots. Dites pardon, oui, nous demandons pardon, et puis c'est tout. Vous passez qui demande pardon? Oui, c'est l'ambassadeur qui représente, qui a dit... Quelqu'un qui n'a rien fait, qui ne se reproche rien, qu'on donne pardon en son nom à quelqu'un à qui... Non, mais les relations sont déjà tendues. On a dit qu'il y a crise, les autres ont dit la posture que vous avez adoptée pendant la crise, ça ne nous a pas plu, et cela a tendu, ça a rendu un peu, ça a remis un peu les relations. Alors, si vous sentez que bon, il faut arranger les choses, vous ne pouvez pas aller encore devant cela, même si on crée, disons, la faute et on vous la colle, eh bien, vous pouvez dire, écoutez, sur tel point, nous ne sommes pas d'accord avec d'autres rencontres en offre, pas devant le public, mais lorsque vous venez devant un public, vous demandez pardon, c'est tout. Pour l'avoir dit, les relations n'ont pas changé jusqu'à l'heure actuelle. Enfin, pour avoir prononcé ce discours. Il a prononcé. C'était bien avant. Ça, c'était bien avant. Oui, et je dis, il faut voir le contexte. Alors, quelques petits jours avant la sortie d'Agoncan, l'ambassadeur de nous a remis les copies. Ils sont dans un processus. On ne peut même pas établir un lien entre cette activité et les propos d'Agoncan. Attention, il y avait un cas qui a remis ses copies figurées de la Constitution. Jusque-là, celui qui est nommé à Cotonou depuis novembre, supposé en février, n'avait pas remis comme c'était attendu. Ce qu'on peut supposer, Tanguy, c'est que on s'est entendu. Écoutez, messieurs, nous envoyons notre ambassadeur remettre ses lettres de créance. Mais vous devez prendre l'engagement juste après que quelqu'un parmi vous puisse prononcer les mots pardon. C'est peut-être ça, c'est la seule hypothèse. Ou bien, autrement, ça va être très bizarre, en tout cas. Par contre, moi, j'estime que même si cela devait être le cas, le mot pardon est trop posé.
Et je suis que je ne suis pas le seul à avoir lu l'indignation de nos concitoyens. Pourquoi c'est trop osé? Oui, parce que on peut exprimer des mots de regret, Tanguy. Peut-être même pour ce que les peuples ont perdu dans cette crise, ou continuent encore de perdre dans cette crise. Je pense aux transporteurs, je pense aux bonnes dames, je pense aux commerçants et commerçantes de part des frontières, qui sont aujourd'hui obligés, n'est-ce pas, de ne pas pouvoir donner un sens à leur activité économique. On peut avoir des mots de regret. On peut se dire que c'est même le chef de l'État assez dommage. Il dit je suis tout ce qui se passe là. Oui, avec on a pas eu de il faut évoluer maintenant à mon avis. Des mots de regret. Les situations dans lesquelles. Des mots de regret. Même le porte-parole du gouvernement en sortant dit nous déplorons tout ce qui se passe. Mais apparemment ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas eu d'effet. Il faut chercher la thérapie de choc. À cette allure alors, c'est pour ça. Maintenant qu'on a demandé. C'est pour ça on est en train de demander pardon. Écoutez. Imaginez les pires situations dans lesquelles des États arrivent à s'embrouiller, par exemple, entre en guerre ou en conflit. Imaginez la nous n'en sommes pas encore là. Nous avons... C'est ce que je dis. Il y a des éléments à passer. Qu'est-ce qu'on va prononcer? Une seule phrase. Je vais finir. Eric n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on va prononcer dans ce cas de figure comme mot d'excuse ou de pardon? Si pour une situation où on est dans un État où on a fait un coup d'État, des États dans une organisation estimée que ça ne peut pas se faire. Et c'est normal, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas encourager cela. Cela a suffi pour qu'un État voisin trouve qu'on veut le déstabiliser. Qu'on a mis des militaires partout. Ils sont allés plus loin. Non, mais écoutez, ils sont allés plus loin. Oui, justement, on a commencé par former. C'est pas le Bénin qui a annoncé. Oui, c'est pas nous qui avons, comment dire, déclaré des propos de mensonges, parce que jusqu'à l'heure actuelle, on nous a pas apporté la preuve de ce qu'au Bénin, on a mis des milices un peu partout. On va faire avancer le débat. Est-ce que, bon, c'est vrai, quand on a tout fait, quand on a fait les regrets, le chef de l'État, le porte-parole, etc., que ça n'a pas changé, quand on a demandé de venir voir... de venir écumer tout le Bénin pour voir s'il y a des terroristes ou pas, ça n'a pas fait avancer les choses. Maintenant, on fait demande le pétrole du Niger. On a bloqué le pétrole pour 2 ou 3 jours, ça n'a pas fait avancer les choses. On a condamné quelques Nigériens. Bon, il faut demander pardon. Maintenant, si ça ne bouge pas, on s'aplatit, on se coupe la tête. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a l'impression que le Niger ne veut pas bouger. Il y a une grosse erreur à ne pas faire dans ce débat. C'est commencer par vouloir retourner en juillet 2023 pour situer les responsabilités. On aura tout perdu dans ce rapport de force. Pour moi, qu'il y ait responsabilité ou pas, les Nigériens sont aigris contre les Béninois, même le peuple, parce qu'on leur a dit parce qu'on leur a dit et les Béninois que le Bénin a bloqué leurs armes au port de Cotonou, a refusé de faire bouger ça de l'autre côté. Parce qu'on leur a dit que le Bénin a pris des militaires contre ça, c'est encore très, très subjectif. Parce qu'on leur a dit que le Bénin a dit aux importateurs de ne plus amener des produits dans son port. Parce qu'on leur a dit que le pétrole qui devrait leur donner quelques devises, pendant qu'ils étaient en guerre, ils étaient en situation de guerre, que ce pétrole a été bloqué par des Béninois et la justice béninoise a fait condamner de leurs compatriotes. Quand on dit un discours comme ça à un peuple, attention à ne pas faire des formules. Mais alors, c'est déjà même suffisant ce que vous aviez évoqué. Quand vous aviez évoqué tout ça, et que de l'autre côté, on est resté droit dans ses bottes pour dire que tout ce qu'on a raconté là, que c'est des mensonges, que finalement à la fin, on vient dire, je vous demande pardon, est-ce que ce n'est pas une validation de toutes ces accusations qu'on a rejetées par le passé? Non, validation non. Restons dans notre contexte. Expédié Ologou dira deux nains qui se comportent comme des géants. Le Bénin et le Niger sont interdépendants économiquement, culturellement et socialement. Ce n'est pas la Russie et les États-Unis, ce n'est pas la Chine. Est-ce que ce pardon ne peut jamais donner du crédit à toutes ces accusations par le passé? Pour moi, même si cela donne l'impression de donner du crédit aux accusations, la fonction que cela a beaucoup plus, c'est qu'on descend de son piédestal. On reconnaît que quelque part, on a une part de responsabilité. Et là-dessus, Nigériens du bas peuple de Gaïa et autorités nigériennes nous attendaient sur le principe de reconnaître que notre position, ils ont dit quelque part qu'ils pouvaient s'attendre à cette position de tous les États de la sous-région, sauf du Bénin. Quand des gens qui vous collent cette étiquette vous voient reconnaître au moins une partie de votre responsabilité, pour moi c'est de la noblesse. Pour moi cela, que de l'autre côté cela peut s'interpréter aussi comme ça, que c'est donner du crédit, reconnaître que les autorités nigériennes prennent la suprématie dans le débat. Si c'est l'homme qui a vu le serpent et que c'est la femme qui l'a tué,
et que le serpent est mort. Non. Et que le serpent est mort. C'est déculoter l'homme, ça, parce que l'homme à faire l'homme et que les frontières fait des dégâts et repartir. Il vaut mieux tuer le serpent. Je suis entièrement d'accord avec William. Mais à la fin, avant qu'il portera le pantalon. Non, lorsque vous commencez par dire, vu que nous avons fait ci, c'est entériné lorsque nous demandons pardon, que nous avons fauté et tout. Non, il faut voir, il y a de l'évolution dans les relations. Il y a 2-3 mois, il y a 4 mois en arrière. Non, bon, ça c'est de l'interprétation aussi. Voilà. Comment déconstruire dans la tête du Nigérien du bas peuple, comme l'a dit William, le fait qu'on lui a inculqué pendant des mois que c'est le Bénin qui est le malheur, qui est la source du malheur qu'ils vivent sur leur terre. Des gens qui n'ont jamais mis pied au Bénin, qui ne connaissent même pas, disons, la culture béninoise. Mais est-ce qu'en demandant pardon, ça leur arrache cette idée, en réalité? Ou bien ça les conforte dans l'idée? Vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée de l'écho de ce que ça peut faire dans le mental des Nigériens, de ceux-là qui sont restés campés pendant longtemps. Je veux voir qu'on allait mesurer le cerveau des Nigériens pour savoir à quel niveau... Non, nous sommes africains. Écoutez, même lorsque vous avez commis le plus grand crime du monde, et vous venez vous dites, même devant les tribunaux, quand on dit je reconnais, je demande pardon, je fais ci, je fais ça. Ça n'empêche pas le juge. Ça n'empêche pas le juge. Parfois ça. Vous parlez vos 20 ans, il y a 20 ans. Parfois. Il a accusé et il a plaidé coupable. Oui. Quand on plaide coupable, la plaidoirie, c'est pas la même chose. Le juge n'est pas la même chose. Je demande la clémence. Ça sonne dans la tête du juge. Parce que le juge a une marge. Retourner sur les titres des journaux béninois en 2013, quand Yahi disait qu'il pardonnait à Talon. Allez voir les cours. En fait, ne soyons pas amnésiques. Nous sommes en Afrique. On n'est pas sur les Pyrénées. On est en Afrique. Et bon, c'est le temps de parole de Eric. Non, moi, j'avais pas fini. Franck et William s'interrogent du ressenti des Nigériens. Mais qui s'occupe du ressenti des Béninois? Du peuple béninois. Du peuple béninois. Qui lui demande pardon? Ceux-là qui ont estimé que l'ambassadeur n'avait pas à demander pardon. Au nom du peuple béninois, au nom des citoyens béninois, qui s'occupent de leur ressenti. Des Béninois qui pensent que à chaque étape de cette histoire, le Bénin est resté égal à lui-même. Parce que toutes les fois que du côté du Niger, on nous accuse de quelque chose, nous apportons la preuve du contraire. On a bloqué le pétrole. Oui. On a bloqué le pétrole pour des raisons administratives. On a apporté la justification. Nous avons trouvé que c'était normal. Rien que pour pacifier la relation, on a débloqué le pétrole. Mais ce n'est pas vers la normalisation. On a dit que des officiels du Niger viennent au Bénin par voie terrestre, bien que les frontières étaient fermées. On a trouvé que ce n'était pas légal. Il fallait trouver une solution à ça. On a fait ça. À chaque fois que nous évoluons, il y a des pas qui sont posés. On a demandé aux autorités de venir avec nos autorités visiter le Bénin. Ça, c'est une erreur, et donc, par exemple. à chaque fois, on essaye quand même de montrer notre bonne foi, de trouver une solution à la crise. Et ça a changé. Donnez-moi un exemple de pas posé par nos amis du Niger. Là où je suis pas d'accord avec Eric, vous savez, le plus important, amener des radars, amener des drones pour voir le territoire, mais qu'il n'est pas d'accord que l'ambassadeur dise à un peuple pardon. Lequel est le plus grave entre les deux? C'est exagéré. Vous savez, là où c'est grave, quand, donnez-moi un seul exemple d'un pas posé par nos amis du Niger dans la recherche d'une paix. Dites-moi. Moi, je ne trouve pas. Oui, mais nous aussi, nous sommes allés au Niger. Nous aussi, nous sommes allés au Niger. Mais nous aussi, nous sommes allés au Niger. On a envoyé l'ambassadeur. Nous avons même envoyé un ministre. On a même envoyé un ministre qui a dit... Non, écoutez, Tanguy, tant que la crise n'est pas jugulée, est-ce que le Niger, est-ce que Niamey n'est pas dans une logique définitive, enfin quand je dis définitive, en tout cas, c'est pour longtemps encore, de garder les frontières fermées et dans leur état actuel, France. Est-ce que les propos de Agoncan vont changer quelque chose? Un peu comme William le disait tout à l'heure, qu'il y avait un lien entre le fait qu'on ait reçu les lettres de créance et les propos d'Agoncan. Et je disais que cela suppose que entre deux parties, on s'est entendu, nous envoyons notre élément, vous trouvez quelqu'un qui demande pardon. Alors, si après avoir prononcé ces mots du côté du Niger, on ne s'est pas assuré que c'est le dernier geste à faire du côté du Bénin dans la solution de ces crises pour que les frontières soient ouvertes,
c'est qu'on aura vraiment gaffé. Oui, Franck. Un mot d'abord. Vous n'oubliez pas que nous avons affaire à des militaires. Vous voyez un militaire venir dire pardon devant même le couteau à la gauche. C'est quoi même le couteau. Tout le gouvernement n'est pas militaire. Le Premier ministre, je crois, il ne porte pas non, c'est le CNSP, ce sont les militaires qui sont à la tête du Niger actuellement. Qui nous envoie aussi un ambassadeur. Je crois qu'il y a un ambassadeur à Cotonou, mais qui n'est pas militaire. Ils se font aider par des civils. Oui. Et toutes les orientations, les politiques publiques et tout, ça porte la marque des militaires. Et l'idéologie même qui est inculquée actuellement, qui est en vogue là-bas, l'idéologie, elle est militaire. Et donc, quand vous avez affaire comme ça à des gens avec qui vous êtes en crise, eh bien, vous trouvez la formule pour vous en sortir. Mais est-ce que ça va changer quelque chose Si, par exemple, ces pères de la C2A ne lui avaient pas confié la lourde charge de délivrer ce message-là à la rencontre d'Abuja, Patrice Talon ne serait pas en difficulté, le Bénin ne serait peut-être pas en difficulté comme ça avec le Niger. C'est parce qu'à un moment donné, on lui a dit, prends la parole, et c'est tout le péché que le Bénin a commis, parce que le Bénin n'a pas déclaré officiellement la guerre au Niger dans cette affaire de coup d'État. Le chef de l'État a porté la parole du groupe, et c'est ce qui nous a valu tout ce que nous avons vu là. Que le groupe voit tout ce que ça fait maintenant. Voilà, au contraire, les obligations de pardon. On devrait demander à ces pères-là de venir soutenir davantage le. Aujourd'hui, on ne les voit même pas. Ils seront chez fort et assignés pour célébrer le décès de son père. Le pardon, c'est au nom du groupe de la CEDEAO ou c'est au nom du Bénin? C'est le Bénin. Mais on a pris la posture au nom du groupe. Oui, c'est peut-être une erreur qu'on a eu à faire ou un manque de présence d'esprit. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire quand vous sortez? Donc on a été vigilant quand on disait que le chef de l'État ne devrait pas être chef de file du rétablissement du pouvoir de Bazoum. Est-ce que Niamey n'est pas en train de faire la sourde oreille, il ne veut vraiment pas y entendre? Parce qu'on a quand même fait beaucoup de démarches là. C'est ma question. Oui, j'ai l'impression que c'est le cas. Mais avec ces propos tenus par l'ambassadeur, ça peut être une façon de livrer. William, vous avez espoir? De les livrer à tout le monde pour savoir. Je pense que les propos d'Agoncan sont pour moi de toutes les démarches que le Bénin fait depuis. Je pense que c'est un déclic pour moi. Je me dis, quand on se permet d'aller jusque-là, c'est qu'on a vraiment envie que le mercure descende. Maintenant, attention à former Agoncan. Il est ambassadeur, il n'est plus député, il n'est pas dans sa circonscription électorale. Voilà deux sorties pour moi pour lesquelles, attention, en temps de crise, il faut envoyer non seulement des diplomates, mais aussi des diplomates habitués aux situations de crise. Attention à ne pas écorner l'image du pays avec cette posture diplomatique qu'il est en train de développer en poste. Je dis oui, on a raison de demander pardon, mais les codes, les règles en diplomatie sont extrêmement important. Code des règles. Quand on veut demander pardon, et c'est genoux à terre. C'est la seule posture qu'on connaît. Il n'était pas genoux à terre. Oui. Et aussi, il n'y a pas de je demande pardon, tout grand. Non, je ne le dis pas, mais voyez l'homme, je ne suis pas rassuré. Pour le crise que nous avons, les postures de l'homme en tant qu'ambassadeur ne me rassurent pas. Vous savez, j'ai un exemple à donner. D'abord, sur la question, je ne pense pas que cela va changer quelque chose du côté du Niger. Après ces mots tenus par nos amis. Vous savez, parfois même en diplomatie, on fait de la dissimulation pour soigner les apparences. Vous savez, les États ne vous diront jamais qu'ils payent des millions aux terroristes, rien que pour que les terroristes leur libèrent leurs citoyens. Ils ne vous diront jamais. La phrase qui est connue, c'est que nous luttons contre le terrorisme, mais jamais nous ne négocions pas avec les terroristes. Mais nous savons qu'en arrière-plan, ils envoient beaucoup d'argent. Rien que pour peut-être un ou deux ou trois citoyens, n'est-ce pas? Donc je pense que je ne sais pas ce qui a dû se passer pour que, voilà, mais bon, nous sommes là. Maximum 5 minutes pour évoquer notre dernier sujet. Je ne sais pas si ça vous dirait. La HAC qui sera à nouveau un communiqué franc, c'est contre les sites internet d'information, mettons, illégaux. Oui, je pense que c'est dans la droite ligne de ce que Loco a annoncé lors de sa prise de service. Il a dit qu'il fera un peu le ménage, l'assainissement. Je pense que ce n'est pas mauvais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux et je crois que les tests leur permettent d'engager une telle procédure pour demander aux gens. En fait, c'est pour moi une façon de suivre un peu ce qui se passe, parce que il y a des gens qui, par exemple, pour des médias qui sont régulièrement constitués, qui payent même des tasses et qui sont assujettis à des tasses dans la République,
qui concurrencent ceux-là, mais qui ne sont pas reconnus du tout, qui ne sont dans aucune base de données, qui exercent l'activité et qui sont appelés plus journalistes que ceux qui ont suivi même la formation et qui sont dans des organes reconnus légalement et qui font le travail comme tel. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Et ce qu'on a dit, c'est pas sorcier. Dans le communiqué, j'ai vu, on dit qu'il faut se faire, il faut se faire connaître, il faut faire dépôt légal et tout. On a sorti la liste des pièces qu'il faut fournir. Pour moi, ça va assainir un tout petit peu le secteur, surtout sur ceux qui interviennent sur la toile. Eric, deux choses. La première, c'est que nous avons besoin véritablement de cette réorganisation. Nous avons besoin de ce nettoyage. Après, notre crainte, c'est que cela ne vire pas dans une forme de censure ou dans une forme d'imbrication de notre liberté d'expression. Et je pense que c'est à ces deux niveaux que ça se joue. Comment on trouve l'équilibre ou ce besoin de nettoyage et ce besoin de permettre aussi à des acteurs, des médias, de pouvoir faire convenablement le travail. Et je pense que c'est là que se trouve toute la question. Et parfois, qui peut nous amener à avoir des inquiétudes entre cette volonté que la nouvelle équipe de la HAC manifeste, n'est-ce pas, comme ils le disent eux-mêmes, de faire le sale boulot, parce que ils ont estimé que pendant longtemps, le secteur est resté dans un état tel qu'aujourd'hui, il y a un peu trop de désordre, donc il faut mettre un peu de l'ordre dans les choses. Donc nous les exhortons, tout en continuant par faire ce travail de nettoyage, à quand même garder à l'esprit que nous sommes un environnement des médias et nous avons besoin d'une liberté, n'est-ce pas, pour travailler. William, j'aurais aimé se communiquer un peu avant la suspension jusqu'à nouvel ordre de certains médias qui exerçaient en ligne. Pour moi, c'est ce qu'on aurait dû faire. Pour moi, on aurait pu rappeler à l'ensemble de la communauté, un peu comme c'est le cas aujourd'hui. Attention, nous sommes dans la liberté d'expression, mais nos textes constitutionnels et législatifs qui vous garantissent cette liberté demandent aussi que vous remplissiez des formalités administratives. Je ne sais pas pourquoi on a attendu de faire fermer des médias bien critiques, de lignes éditoriales qui ne disent pas tous les matins qu'il faut troisième mandat, que ceux qui disent, qui pensent autre chose que ce que Patrice Talon fait sont soit des plaisantins ou des racketeurs. Je ne sais pas pourquoi des médias qui ne disent pas ça, comme certains qui font ça tous les matins avec leur manchette, on a attendu de les fermer jusqu'à nouvel ordre pour sortir un communiqué comme celui-là. Pour moi, cela tient lieu de mise en demeure. Et le communiqué le dit. Mais la HAC a la liberté de choisir ses méthodes, dès lors que ces méthodes sont elle a des méthodes qui ressemblent un peu trop à Patrice Talon et à sa gouvernance. Elle a eu des méthodes... Il y a un gros rapport. Elle a une méthode qui ressemble à un chargé de mission, toujours en mission pour le président de la République, parce que si au même moment que la police... Non, vous avez opinion tout à l'heure. Je crois qu'il va finir, oui. Si au même moment que la police infeste et assiège les syndicats et les partis de l'opposition, d'autres institutions constitutionnelles disent ok, d'accord, les médias qui reçoivent telle personnalité et qui ne font que chanter contre ce qui est fait, il faut les fermer. C'est après cela qu'on trouve qu'on doit pouvoir avertir l'ensemble des médias. Parce que, reconnaissons-le, il y a plus de médias qui n'ont pas respecté ces formalités administratives aujourd'hui dans la pratique que de médias qui respectent. Ce n'est pas normal. Donc, une mise en demeure est normale. Mais pourquoi on fait la purge avec les médias proches de l'opposition, sinon de lignes, je n'aime pas dire proches de l'opposition, de lignes éditoriales critiques? On finit la purge et maintenant on vient demander aux autres de se régulariser. Pourquoi ne pas les laisser dans la NAS aussi? Pourquoi on ne suspend pas tous les autres? Parce que la HAC, c'est ceux qui sont enregistrés, et connaît tous ceux qui exercent aujourd'hui, qui ne sont pas. De quel privilège? À quel enseigne sont-ils logés? De quel standing bénéficient-ils ces médias aujourd'hui qui sont dans l'illégalité, qui ne sont pas suspendus au même titre que Patriote, Crystal News, Reporter Bénémon? Bref, pour eux, à quelle chapelle, à quelle obédience sont-ils prêtres ou non, ou je ne sais quoi, pour qu'à eux, on donne des mesures discriminatoires, à eux, on donne une mise en demeure publique qui ne les suspende pas au moment où les autres ont la clé sous le paillasson. Du deux poids, deux mesures. Et Roubedi disait que tout ça est le fruit de l'exclusion. Je crains qu'on en arrive là encore. C'est le porte-parole de Roubedi. Vous savez, après la suspension des autres médias dont parlait William tout à l'heure, un doyen m'a appelé, il a dit
que quand il a lu le communiqué ou la décision de l'ARAC, il a appelé un responsable de l'ARAC pour lui dire, mais c'est trop parti, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Il lui a dit, ce sont des gens que nous avons pris le temps d'avertir pour leur demander, venez régulariser votre situation. Et donc, comme ils ont fait la sourde oreille, il fallait prendre une mesure pour leur montrer que, attention, cette information n'est pas totalement vraie. Oui, non, mais je dis, c'est quelqu'un qui a appelé. Ce qui lui ont servi n'est pas totalement vrai. William, s'ils ont pu suivre certains médias pour attirer leur attention sur la nécessité qu'ils se régularisent, pourquoi est-ce qu'il y en a qui restent encore, ceux qui n'ont pas attiré l'attention depuis lors? Oui, je pense que quand vous voyez le champ défini maintenant par l'ARAC dans ce dernier communiqué, ça parle un peu de tout. On parle des sites de communication, de tout ce qui produit de l'information. Je pense qu'à partir de... Est-ce que c'est par là qu'il fallait commencer? Non, mais est-ce que nous avons à dire à l'ARAC la stratégie qu'elle doit utiliser? L'ARAC peut dire, je prends telle mesure et après, je continue par faire l'assainissement et tout. C'est à l'ARAC de définir sa stratégie. On peut ne pas aimer la stratégie, mais c'est ça que l'ARAC a choisi de faire. Donc, pour moi, c'est une occasion pour ces médias-là, ou ces sites internet, tous ces canaux-là, de pouvoir se mettre en règle pour que nous ayons quand même une vue plus ou moins bonne de ce qui passe également sur Internet. Parce qu'à des moments donnés, on se plaint des contenus que nous voyons sur les réseaux sociaux et qui parfois détruisent la vie des gens. Donc si aujourd'hui on peut avoir une idée de qui fait quoi, je pense que ça va réduire un peu les dérives, les dérapages que nous observons. Absolument. Il faudrait aussi que... et ça va faire plaisir à l'ODEM qui, chaque fois... Certainement, on va inviter l'ODEM pour avoir son avis à ce sujet-là. Mais je pense, et là, je souscris à la quête mobilisée par l'église de William, qu'en réalité, la PUJ ne devrait pas fondamentalement concerner les journaux dont les lignes éditoriales sont assez critiques. Il y a aussi dans la mouvance, en tout cas, des quotidiens dont les titrailles parfois vous laissent franchement perplexe. On ne va pas faire de la leçon professionnelle à des gens. J'espère vraiment que ça va taper dans tous les sens pour nous aider vraiment à assainir ce milieu-là. Allez, les gars, merci beaucoup. Bonne journée à vous et merci surtout pour l'aventure hebdomadaire. Le voyage avec l'équipe que je dirige va s'arrêter par ici, mesdames et messieurs. Demain, Eric viendra prendre les commandes pour vous servir à Actu Matin. Moi, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Derrière moi, vous suivrez la revue de presse. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 21h pour ce qu'il fallait démontrer. Bonjour à toutes et à tous. Le groupe parlementaire Les Démocrates a donné hier à son siège à Fifadi une conférence de presse pour dénoncer les interdictions tous azimuts des activités politiques du parti de l'opposition, rapporte Fraternité. L'honorable Ogbondiman Kolaoli a rappelé que de Malanville à Ouaké, en passant par Abomey-Calavi, les éléments de la police républicaine ont empêché la tenue des activités du parti en violation de la loi. Selon le conférencier, la Constitution révisée de novembre 2019, la charte des partis politiques et le statut de l'opposition n'autorisent pas un maire à interdire la manifestation d'un parti politique régulièrement constitué. Comment un parti politique peut-il animer la vie politique si de manière systématique et curieusement discriminatoire, ces manifestations sont arbitrairement et parfois crapuleusement interdites sans justification, a-t-il déploré. Cette sortie médiatique du parti Les Démocrates a également été suivie par le Télégramme qui affiche à sa une: les députés du groupe parlementaire Les Démocrates dénoncent 2 poids 2 mesures. Toujours en politique, Matin Libre nous apprend qu'après les partis Union Progressiste, Le Renouveau et le Bloc Républicain, c'est le tour de Moël Bénin de refuser de s'associer à l'audit du fichier électoral.
Son président, Jacques Ayadi, l'a fait savoir à la délégation du comité de pilotage conduite par son président Jean-Baptiste Elias lors d'une audience. Ainsi, un à un, les partis de la mouvance refusent de s'associer à l'audit du fichier électoral, conclut le quotidien. Si le projet d'audit du fichier électoral stagne, au Bénin, l'indice de perception de la corruption évolue. Le matinal rapporte que mardi 11 février 2025, Transparency International a rendu public son rapport sur l'indice de perception de la corruption 2024. Ce document révèle que le Bénin a enregistré une avancée notable avec un score de 45 sur 100. Le pays a progressé de 2 points par rapport à 2023, se positionnant à la 69e place sur 180 pays. Retrouvons Nord-Sud quotidien qui nous emmène à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour nous informer de la condamnation d'un policier à 18 mois de prison ferme pour trafic d'influence. L'accusé reconnu coupable d'avoir extorqué 1 million de francs CFA en échange d'une promesse de libération d'un détenu a écopé d'une peine bien inférieure aux réquisitions du ministère public qui demandait 15 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende. Finissons cette revue avec Fraternité qui nous informe qu'un drame a été évité de justesse ce lundi 10 février 2025 à Zoka, un quartier résidentiel d'Abomey-Calavi. Une adolescente de 16 ans a tenté de se suicider en se jetant dans un puits de 40 mètres après que ses parents ont confisqué son téléphone portable. Fin de la revue de presse de ce mercredi 12 février 2025.